Voilà, alors il nous manque une de nos invitées, mais je pense qu'elle va arriver. Les voici. Je pense qu'elle court d'un débat à l'autre, d'une rencontre à l'autre. Donc ça n'est pas toujours très simple. Merci. Merci d'être venu nous rejoindre. Et pour animer ce Café des libraires, ce nouveau plateau, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Quentin Scouvart, qui est libraire. Pour une fois, je l'ai bien dit, hein. Qui est libraire à tout livre dans le 12e. Voilà, Quentin qui est un habitué du Café des libraires. On s'est déjà rencontrés ici il y a 2 ans et peut-être plus souvent encore. Voilà, et donc nous allons découvrir un plateau que les programmateurs ont intitulé « Personnages désespérés ». À mon avis, les auteurs ont l'air de bien aller. Ce ne sont pas eux les personnages désespérés. Peut-être les gens qui sont dans leur livre. Alors, je vous les présente. Laura Kasic, qui vient d'arriver tout de suite et qui est accompagnée de Gabriel Adjerad, qui va assurer la traduction, va nous parler de ce livre qui est paru aux éditions Christian Bourgois, traduit par Aurélie Tronchet et qui s'intitule « Esprit d'hiver ». À côté de Anne-Laure Tissu, qui va assurer la traduction, Sam Lipsit, qui va nous parler de ce livre « Demande et tu recevras », un livre qui est traduit par Martine Céleste Desouailles et qui est paru aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et puis, tout près de moi, ici, David Joy. David Joy qui va parler de ce livre « Là où les lumières se perdent », un livre traduit par Fabrice Pointeau et qui est paru aux éditions Sonatine. Voilà, alors nous allons commencer tout de suite dans l'ordre que m'a donné Quentin, par justement le livre de David Joy, que je vais vous présenter en quelques mots. David Joy est né à Charlotte, en Caroline du Nord. Il a été nominé pour des prix tels que le prix Pushkar. Là où les lumières se perdent est son premier roman. Et donc, il a fait partie de la sélection du prix Edgar Allan Poe pour ce roman. Voilà, et donc pour dire un peu de quoi ce roman parle, on va donner la parole à Quentin, et puis c'est Fabienne Gontran qui assurera la traduction sur ce plateau. Voilà. Merci Maët. Alors David Joy, juste pour la présentation a été faite, mais sans révéler le fond de l'histoire, je vais quand même expliquer de quoi il retourne dans ce roman très rapidement. On est dans une toute petite ville des Appalaches, en Caroline du Nord, et le personnage principal, Jacob McNeely, est en rupture de ban avec la communauté de cette petite ville, pour une raison un peu indépendante de sa volonté, puisqu'il a la malchance d'être le fils de Charlie McNeely, qui est dans la longue lignée de trafiquants, contrebandiers, délinquants dans ce comté, depuis les années 30. Personnage très violent, très manipulateur. Et sa mère, Laura, dite la salope par son père. Ça vous indique déjà un peu l'ambiance familiale, qui est une junkie marginalisée qui vit dans une caravane. Voilà. Et le roman repose sur la trajectoire de ce garçon qui est à la fois pris par la nécessité de participer au trafic de son père, donc qui est pris dans cet engrenage-là, et par son désir de s'en émanciper, le rêve d'un ailleurs, surtout de partir de ce lieu. Un autre personnage très important intervient, Maggie, un personnage féminin, dont on reparlera au moment d'entretien avec David. Voilà pour le décor. Voilà. Peut-être qu'on va passer par un moment de lecture, peut-être, avant de commencer les questions. On va écouter tout de suite un extrait du livre. En principe, on a choisi à chaque fois cette année le début du livre, les 300 premiers mots, et pour lire ce matin, bienvenue à Katia Zavostkaya, qui est déjà venue plusieurs fois sur ce plateau les jours derniers. J'ai caché le pick-up derrière un long enchevêtrement d'herbes de pampa qu'il aurait fallu brûler depuis au moins 1 an. La police n'aimait pas qu'on escalade de château d'eau, mais la police, je ne m'en étais trop souciée. J'étais un McNeely, et dans cette partie des Appalaches,
ça voulait dire quelque chose. Enfreindre la loi était aussi génétique que la couleur des cheveux et la taille. De plus, le château d'eau était le meilleur endroit pour voir les toques jetées en l'air quand les élèves de dernière année, abordant des toges noires et des sourires émus, quittaient une dernière fois le lycée Walter Middleton. Les barreaux, jadis peints en blanc, étaient écaillés et rouillés et s'affaissaient au milieu après avoir été gravis des années durant par des gamins naïfs, désireux d'inscrire leur nom sur la ville. Ces choses dont on croyait qu'elles duraient éternellement ne duraient jamais. Je n'avais même pas achevé ma classe de seconde, et c'est peut-être pour ça que je n'avais jamais éprouvé le besoin d'escalader ce château d'eau, le pantalon alourdi par des bombes de peinture. Il était inutile de graver mon nom dans le marbre. Un homme comme Jacob McNeely faisait hausser les sourcils et soulevait des questions. Dans une si petite ville, tous les yeux étaient inquisiteurs. Je ne pouvais pas me montrer. Je ne voulais pas de problèmes et des rumeurs que ma présence là-bas entraînait, mais je devais la voir partir. La plateforme de Caillebotis qui encerclait le château d'eau avait quasiment perdu toute sa vie, et ses bordures étaient gondolées comme un livre de Foilu. Je me suis assise sous les lettres vertes dégouillantes qui formaient un « fuck you » presque illisible sur l'avant du château d'eau. Je tirai un paquet souple de Winston de ma poche de jean, allumai la dernière cigarette qui me restait et j'ai attendu. Merci Katia. Katia qui fait partie des ateliers de la Sorbonne sonore, animés par les livreurs, et voilà, dont on reçoit les étudiants sur ce plateau, ou même quelques livreurs eux-mêmes d'ailleurs, je crois, voire une qui en fait partie. Voilà, donc je te laisse enchaîner, mon cher Quentin. Merci Maët. Alors, pour David Joy, peut-être pour commencer, parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez important, et pour incarner cette histoire-là, j'aimerais vous entendre sur la géographie, c'est-à-dire c'est quoi ces Appalaches, c'est quoi cette petite ville qui joue comme une double prison d'une certaine manière, une prison, c'est-à-dire un endroit géographique dont on ne sort pas, très très étroit, où mentalement les gens ont du mal à se dire qu'il y a un ailleurs, qu'il est possible qui vit en vase clos, voilà. Et puis également sur la question sociale, cette géographie, c'est une géographie sociale, une très petite communauté où la question de la réputation est très importante, où la question de l'héritage, une famille à l'autre, des hiérarchies sociales très établies, très peu mobiles. Voilà, j'aimerais que vous nous parliez, pour commencer, de ce décor dans lequel s'inscrit ce roman. First of all, trying to define Appalachia within a singular paradigm is next to impossible in the sense that you're talking about a region that stretches from Alabama, climbs all the way up to Maine. Dans un premier temps, définir les Appalaches en un seul paradigme me semble totalement impossible dans la manière où cette région s'étend de l'Alabama pour s'étirer jusqu'au sommet du Maine. But the place I live, is very distinct. It's in the mountains of North Carolina. Geographically, you're talking about one of the oldest mountain ranges in the world. I think there's only one other mountain range in the world that's older. So you look around and there's just, there's this massive landscape. And I think there's really two ways to look at that. And one is that you're being cradled, kind of like a baby bird in a nest, or that you're sitting in God's hand. And that's how I look at it. And then you can also look around and feel very trapped and vulnerable. And that's kind of how Jacob in the story feels.
L'endroit, plus spécifiquement où j'habite, est très particulier. C'est dans le nord de la Caroline, c'est entouré de montagnes et en termes de géographie pure, je pense que ce sont les plus vieilles chaînes de montagnes au monde, ou peut-être les deuxièmes. Donc le paysage est immense, absolument massif, et il y a deux moyens de le percevoir. Le premier, c'est tel un oisillon niché dans son petit nid, ou tel un personnage lové dans la main de Dieu, c'est la perception qui est la mienne, ou comme un piège, comme un personnage vulnérable, pris au piège par ces montagnes, et c'est la posture de Jacob. And the second question, as far as trying to understand it culturally, I would say that within this novel, what we see is that sons are often tied to the occupations of their fathers. So where I live, if your father was a brick mason, you're probably going to grow up to be a brick mason. If he drives a track hoe, heavy equipment, you're probably going to learn how to do that. And in the same way, we have families who have a history of violence and crime. And so what we have in this novel is a kid who's been brought up in that environment, and he's just not cut out for it. Et pour répondre à votre seconde question, donc sur la géographie sociale du lieu, il s'agit de le comprendre en termes culturels. Là-bas, les fils sont intimement liés à l'occupation de leur père. C'est-à-dire que si le père est maçon, le fils va vraisemblablement devenir maçon. Si le père conduit des gros engins de chantier, le fils vraisemblablement suivra dans ses traces. Et ça se joue dans les familles de la manière suivante, c'est que l'histoire de la violence et de la criminalité se perdure ainsi de père en fils. Et dans le roman, la particularité de Jacob, c'est que c'est un énième enfant qui naît dans cet environnement, mais qui n'est pas taillé pour y vivre. Alors, justement, en parlant de Jacob, qui est un personnage tiraillé, voilà, comme vous venez de dire, pris dans une contradiction, plus exactement, le désespoir chez lui s'exprime aussi par une autre chose qu'il assume plus, c'est-à-dire la posture, le fait d'endosser un personnage, une posture de bad boy, c'est-à-dire que pris dans la participation criminelle des activités de son père, il est sommé, en quelque sorte, socialement, de jouer un rôle dans lequel il devient prisonnier. J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que c'est un des éléments psychologiques les plus importants, à mon avis, du roman. Yeah, I think that's what creates something interesting on a page. Is having somebody with their back against the wall. They don't have any other option than sheer survival, and that type of backed against the wall mentality creates tension, and I really think that's what a novel thrives on is tension. The tighter you can stretch it, the more engaging it is for a reader. That when you see somebody taking a book and they're just, turning pages, they're turning pages because that tension has been, pulled to a breaking point. C'est ce qui crée un élément intéressant finalement dans la lecture, c'est quand on a un personnage qui est au pied du mur, et c'est le cas de Jacob, il n'a aucune option si ce n'est de survivre. Et cet élément crée une tension qui vient nourrir le roman, et plus c'est tendu, plus le roman va se dévorer. Et c'est ce qui fait qu'un lecteur a envie de tourner les pages, c'est que cette tension est tendue jusqu'à son point de rupture. J'ai le temps d'une question. Il faut quand même parler de ce personnage féminin. Oui, voilà, j'en ai envie. Donc, un autre pôle dans le roman très important, le personnage de Maggie, qui est une fille de son âge, l'âge de Jacob, qui connaît depuis l'enfance, qui ont les complicités de l'enfance, qui vient à peu près du même milieu que lui, sauf qu'elle
pour des raisons familiales diverses, a la possibilité de s'en sortir par les études. Elle est bonne au lycée et probablement que si elle trouve de l'argent pour le faire, elle pourra partir de cette montagne pour aller faire des études. Évidemment, il y a entre eux, au-delà d'une complicité, une histoire d'amour, mais qui est liée à l'enfance, en fait, qui est quelque chose que Jacob a perdu, lui, en cours de route. Et j'aimerais vous entendre sur cette scène fondatrice, on a vu du roman, qui est cette scène qui a commencé à être lue tout à l'heure, qui est la remise des diplômes. C'est-à-dire que Jacob, le premier pas de sa déchéance, c'est le fait d'avoir quitté le lycée avant d'avoir passé l'examen. C'est l'échelle de Jacob inversée, si je peux me permettre ce jeu de mots moyen. C'est comme s'il y a presque, on tient là un auteur presque socialiste à ma droite, américain, ça c'est important de le dire, puisque dans cette scène-là, il y a une force, une poésie incroyable qui est portée sur la projection de l'école, la possibilité de s'en sortir, non pas par une théologie miraculeuse, non pas par les secrets de la nature ou le déterminisme, comme le veulent les conservateurs, mais par l'éducation, par la possibilité d'apprendre. Et lui, il assiste à la remise des diplômes de loin parce que c'est lui qui a fait le geste de quitter cette école-là. Moi, j'aimerais que vous vous entendiez sur ce sujet-là, parce que Maggie représente justement cet espoir, cette possibilité de s'en sortir par le haut, j'entends. I think what you're noticing there as a reader is a result of poverty, and so poverty in America, you have very few outlets at all, and the smart outlet, the outlet that everybody says, if you do this, if you do this, if you do this, you'll get out of here, is school. Because the minute that you get through school, the minute you get a college degree, you can appear to be middle class or upper class or anything else, whether you are or not. All of a sudden, there's an even playing field. Ce que l'on remarque en tant que lecteur et ce que vous soulignez, c'est le résultat de la pauvreté. Aux États-Unis, la pauvreté offre très très peu de portes de sortie et parmi toutes les options qu'on cite, si tu fais ça, si tu fais ci, tu vas t'en sortir, il y a l'école. Sachant qu'un diplôme universitaire peut donner l'illusion qu'on fait partie de la classe moyenne, qu'on fait partie de la classe supérieure et qu'on peut s'en sortir. Et ça met tout le monde, l'école met tout le monde sur un pied d'égalité. And then the other side of that, I think often in the poorest places in America, what is accepted and even glorified is violence and drugs as a means to acquire capital, as a means to acquire money, and by doing that, there's a belief that you're also going to be able to escape where you come from. Et bien souvent, dans les endroits les plus pauvres des États-Unis, il y a ce fait amplement accepté et glorifié, monté en épingle, que la violence et le trafic de la drogue va permettre d'accéder à de l'argent et à une certaine notoriété, et ce faisant, nourrit la croyance qu'on peut s'en sortir également par ce biais-là. I think the reality is that, only one of those ways ever gets somebody out, and the route that Jacob is pinned to, which is, staying where he is, he's never getting out. And I think that's what that opening scene clarifies. Et en réalité, je suis persuadée qu'il y a une seule de ces deux options qui permet réellement de s'en sortir. Et Jacob, au fond, dans la mesure où il ne sortira jamais de cet environnement-là, ne s'en sortira lui jamais, tout court. Voilà, ça s'intitule « Là où les lumières se perdent ». C'est paru aux éditions Sonatine, c'est signé David Joy et c'est un sacré bouquin. On enchaîne avec celui de Sam Lipsitz, « Demande et tu recevras », traduit par Martine Céleste Desouailles et paru aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture.
Donc c'est Anne-Laure Tissu qui est elle-même traductrice d'autres auteurs, mais qui fait aussi l'interprète, qui va nous traduire les propos de Sam Lipsythe. Sam Lipsythe vit à New York. Ses nouvelles ont été publiées dans de nombreux magazines et ses premiers romans, Venus Dry et Douce Amérique, ont été salués par la critique. Et de quoi s'agit-il dans ce livre? C'est ce que tu vas nous dire, Quentin. Alors, dans ce livre, Sam Lipsythe nous dresse le portrait de Milo Burke, qui est dans une longue tradition de littérature américaine de portraits de ratés, puisque on peut dire que Milo Burke est un homme qui a raté ses études. Il se destinait à une carrière de peintre, il a fait les beaux-arts et ça n'a pas marché, qui réduit un travail qu'il méprise et qu'il va finir par perdre d'ailleurs. Il est mécène, il est chasseur de mécènes pour une faculté de gosses de riches, qui se consiste en grosso modo à aller chercher de l'argent pour combler les trous de la faculté, qui donne des diplômes plus ou moins de complaisance, boulot qu'il va perdre en cours de route. Il est en train de rater son mariage. Bref, on est vraiment dans une tradition subversive, drôle, très drôle, piquante de cette littérature américaine qui va aller chercher dans l'arrière-boutique du rêve américain, on va dire. Une galerie de personnages incroyable, puisque il y a quand même dans ce parcours qui va vers le bas l'apparition de Pardy, un personnage tout à fait étonnant, revenu de sa jeunesse, qui va lui proposer un deal pour s'en sortir. Deal dont je tairai les clauses, puisque c'est l'enjeu du roman. Voilà, on retiendra juste que c'est un livre extrêmement drôle, très piquant, et dans la grande veine de la littérature américaine de ce genre. On écoute tout de suite un extrait. C'est un extrait qui est lu par Elisabeth Vien, qui fait partie des livreurs. Et vous allez voir que la première fois, ça commence fort. L'Amérique n'était plus qu'une vieille mère maquerelle en fin de vie. Qu'était donc devenue cette grande nation qui avait pris d'assaut les plages de Normandie, fait la nique aux soviets et inondé les marchés émergents d'une génération pleine de promesses? À présent, sirotique et édentée, la grand-mère patrie sifflait sa pinte de Mad Dog, seule, au fond du bar, fixant le vide de ses yeux jaunâtres et humides, une proie facile pour les jeunes loups aux dents longues. Nous sommes les putains de l'Occident, conclut Horace, notre intérimaire, une lueur de malice dans le regard. On l'aimait bien, Horace, surtout quand il débitait des conneries. Un gamin originaire d'Armonk qui avait appris à parler et à se toucher en matant des cassettes vidéo dans le garage de son père. Et là, tout de suite, alors qu'on était tranquillement assis derrière nos bureaux avec nos wraps à la dinde, j'étais globalement d'accord avec lui. Sauf que, vu que nous travaillions pour l'université, dans ce qu'on appelle communément un temple du savoir et blablabla, j'étais plutôt censé le cadrer. Je ne savais pas encore que je vivais mes dernières heures de routine au sein du dit temple. Mon pote Purdy allait pas tarder à débarquer dans ma vie sans crier gare et tout foutre en l'air. Mais pour le moment, je me trouvais simplement face à ce qu'un mauvais prof aurait défini comme une bonne occasion de faire un peu de pédagogie. « Horace, dis-je, tu ne trouves pas que c'est une façon un peu sexiste, pour ne pas dire raciste, de présenter les choses? Je n'ai jamais parlé de race. Non, mais c'est tout comme. Espèce de bien-pensant. Graine de facho. Y a de l'avocat dans ton sandwich? Ça fait grossir. Pas de souci, bébé. J'aime les grosses. Et les poilus? Demandai-je en ouvrant ma chemise pour exhiber un téton velu. Avec Horace, je pouvais me lâcher. J'avais ma dose quotidienne d'infantilisme. Le reste du temps, j'étais l'image même du mari droit dans ses bottes, un père de famille chauve et bedonnant. Merci, Elisabeth. Alors, Sam Lipsythe, dans ce roman, on a une galerie de personnages presque cinématographique. On a l'avocat véreux, on a un factotum d'homme d'affaires qui peut être un homme de basses œuvres également, une femme de luxe hystérique,
des universitaires cyniques et plus ou moins en fin de course. Sur le thème du désespoir, puisque c'est l'objet de ce plateau, on peut dire que c'est une valeur distributive dans votre roman. Est-ce que dans ce portrait vaste où on croise que des personnages de cinéma, vous diriez que le désespoir est la valeur la plus commune, la plus partagée, comme une maladie de cette manière They all have their own version of despair. They all have their own version, or they all have their different levels of awareness of their despair. They are desperate characters, but they also live in a very desperate character, the largest desperate character, which is America. So I think that it's a story about expectation, about what people think their lives are going to be, what they've been sort of convinced their lives should be, and what their lives turn out to be. And in that gulf is sadness, but also humor, and also resignation and commiseration. Disons que chaque personnage propose une version du désespoir, ou peut-être un certain degré de désespoir, ou plus exactement un degré de conscience du désespoir. Mais finalement, ils vivent tous dans ce qui est peut-être le personnage le plus désespéré du roman, et c'est ce cadre de l'Amérique. Et c'est une peinture des attentes, des espoirs. Chacun a été convaincu qu'il devrait mener une certaine vie. Puis ensuite, quand il compare à la vie qu'il mène vraiment, dans cet abîme viennent se loger la tristesse, mais aussi l'humour, la résignation, la commisération. And I don't think they are alone. The desperation is very widespread, and I think it also comes from a lack of awareness about that they have about their time on Earth, and they have this kind of innocent feeling that things can only get better and they will live forever. And I think the ones who do find some peace are the ones who realize they're just here for a little while. Ils ne sont pas seuls dans cette situation, c'est un état général de désespoir qui tient sans doute à une absence de conscience du caractère éphémère de la vie. Ils ont cette vision naïve qu'ils vont vivre pour toujours, et les quelques figures qui trouvent une certaine sérénité sont ceux qui prennent conscience de cette nature éphémère de l'existence. It's also a book, I think, about the lack of community, in that we are so... we have these very intimate relationships often with electronic devices, and we have the spectacle of the world as it's given to us, but at least these characters find a desperation in their unfulfilled need for a kind of civic level of communication. Je crois aussi que le désespoir dans ce roman est né de l'absence d'une communauté réelle, ou d'un sens de la communauté. Nous avons tous un rapport parfois très intime avec les divers gadgets électroniques, mais pour ce qui est de la vision plus globale d'une communauté humaine, souvent elle n'existe pas. Et le désespoir naît souvent dans le roman de cette frustration, de ce manque d'un sentiment d'appartenir à une communauté humaine. Il y a une chose qui est très réussie et très drôle dans votre roman, c'est que ces oppositions-là de désespoir, où chacun vit son propre film, ou se fait son propre film, passent par le langage. C'est-à-dire qu'à la fois, chacun vit son propre film, mais alors l'homme d'affaires un peu véreux, il joue dans un film de Scorsese, alors il parle comme un mafieux. Les universitaires parlent comme s'ils étaient des prix Nobel de littérature. Tout est très figé dans des clichés. Mais ça, c'est vraiment le langage qui fige les personnages. Et donc, évidemment, le rendu est très très drôle. J'aimerais vous entendre sur ce sujet-là, parce que c'est très très réussi, je trouve, et très patent dans le roman. Le sujet des clichés d'écriture. Yes, that's very important to me.
I find that my way into these characters and into the story is through language, through the character of Milo and the way he is very aware of the cliches and the given official language with which we conduct our lives. And yet I'm also trying to find a poetry in that official language, to find the humor in that official language, to find the contradictions, because we live through our language all the time, whether we're with friends, whether we're working with people. And the ways we talk to each other, and the ways we process our own private languages, our private poetry, and the language of the state, of the business world, and entertainment, all of these things mixed together. And I'm always interested in these wild combinations that can be found by kind of lifting the lid on phrases or ways of thinking that we take for granted. We don't even really know what we're saying half the time. C'est fondamental pour moi. C'est ainsi que j'entre dans les personnages, que je les crée, qu'ils se développent. C'est vraiment à partir du langage. Et Milo, le personnage principal, a une conscience aiguë des clichés et de l'abîme parfois qui sépare le langage conventionnel, banal, que nous tenons pour acquis. Et à chaque instant de la vie de ces personnages, j'essaye de trouver dans ce langage banal, banalisé, de la poésie, de l'humour. J'en explore les contradictions aussi. À chaque instant de nos vies, que ce soit dans nos rapports amicaux, dans les rapports avec les collègues, dans ce que nous disons, ce que nous pensons, il peut y avoir une place pour la poésie. Donc je m'intéresse particulièrement à ces combinaisons hétéroclites entre le discours officiel et puis le discours privé, et je cherche à en explorer les tensions. Je voudrais poser une dernière question sur le personnage de Milo, parce qu'il se présente évidemment comme le personnage, mais c'est le personnage principal, qui va d'échec en échec, qui est vraiment qui a beaucoup d'autodérision, donc qui se présente lui-même comme un raté. Sauf qu'à la différence de tous les autres, peut-être parce que c'est lui qui a la parole, on sent que c'est le seul personnage vraiment vivant dans cette affaire, parce qu'il a conservé, enfin parce que j'en sais rien, c'est la question que je vais vous poser, il a conservé en lui vivant le désir de peindre. C'est un peintre raté, mais il n'a pas renoncé complètement. Et je trouve que vous avez des très très belles pages sur le désir enfoui mais vivant qui permet de maintenir debout quelqu'un, au fond, malgré tous ses échecs. I think that without giving away the story, Milo does retain his humanity, and at the end, well, I won't say what happens at the end, but there is this sense that there is another way, and one doesn't have, although the circumstances may stay desperate, and they do for many, many people, there can be, and I think David actually pointed to this in something he said about being in the mountains, but it's a matter of perspective too, and it's what you make of what you have, and if you can accept that, and I don't think, it's certain, but it's also accepting that nothing is certain. But if you can accept that, you can know some peace and in the case of this character, some creative joy. There, I said your last name too. Bon, je ne vais pas raconter la fin du roman, mais il est certain que Milo conserve un caractère profondément humain, et la fin du roman laisse entendre qu'il y a une autre façon de procéder, que même si les circonstances restent les plus désespérées qui soient, et je crois que David l'a dit tout à l'heure à propos des montagnes, l'idée de l'importance de la perspective, du point de vue qu'on adopte. Donc, même si on est assuré, on est dans la certitude de la tragédie, on sait aussi que rien n'est jamais sûr, rien n'est jamais assuré, et cette forme d'acceptation
peut procurer une certaine paix, en tout cas ça la procure au personnage et ça lui procure surtout aussi cette joie créatrice. Voilà, demande et tu recevras le livre de Sam Lipsit qui a donc été traduit de l'anglais par Martine Céleste de Voile. Alors, on enchaîne tout de suite avec le livre de Laura Kassist, que je ne sais pas si je prononce très bien, qui s'intitule Esprit d'hiver, qui est sorti aux éditions Christian Bourgois, qui a été traduit par Aurélie Tronchet. Et c'est Gabrielle Adjirad qui va traduire Laura Kassist. Alors, elle est née, elle a été couronnée par plusieurs prix littéraires pour sa poésie et ses romans. La vie devant ses yeux et Suspicious River ont été adaptés au cinéma. Esprit d'hiver est son 9e ouvrage traduit chez Christian Bourgois. Vous vivez dans le Michigan, je crois, où vous enseignez l'art du roman à l'université de Ann Arbor. Le recueil de poésie Marie Rebelle, premier titre paru aux États-Unis dans les années 90, est publié en France, je crois, cette année aussi, aux éditions Page à Page. Et je crois même que vous en avez fait une lecture à la Maison de la Poésie de Paris jeudi dernier, je crois. J'espère que je ne dis pas des bêtises. Et je crois que la préface est signée Marie Desplechin. Voilà, ça c'est pour le recueil. Non, c'est une erreur ? J'ai entendu, non, bon, je sais pas. Alors, on va revenir à celui dont on parle aujourd'hui, Esprit d'hiver, une histoire tout à fait passionnante. Eh ben, c'est pas trop évident à résumer non plus, parce qu'il faut pas trop déflorer les choses, mais c'est... Alors, je vais m'y essayer justement en maintenant absolument le roman intact. Il s'agit d'un Esprit d'hiver met en scène un huis clos dans une maison dans le Middle West. Une journée de Noël. Le roman se passe vraiment sur une seule journée dans une maison et met en scène deux personnages principaux qui sont là. Une mère, Holly, et sa fille adoptive, Tatiana, qui a été adoptée en Russie 13 ans auparavant. Donc une mère et une adolescente. On comprend très vite que cette journée est une journée spéciale, avec une atmosphère un peu trouble. On ne comprend pas où trop ça va nous mener, mais ça je ne le dirai pas. Il y a une chose absolument importante dans ce roman, c'est qu'on est sur deux niveaux de réalité. On est dans la réalité de la vie de cette relation, et puis beaucoup dans la tête de la mère. C'est-à-dire qu'on joue entre une part un roman naturaliste, on va dire, réaliste en tout cas, et un roman, pas onirique, mais enfin qui va vers la projection de ce qui se passe. Voilà. Alors, évidemment, ce duo va nous emmener à un endroit tout à fait inattendu, que je ne dirai pas. On va en entendre un extrait, et j'espère que mes questions à Laura éclaireront davantage le roman. Alors, on écoute tout de suite un extrait du livre qui est lu par Laure Perlot. Bonjour Laure, et bienvenue. Ce matin-là, elle se réveilla tard, et aussitôt elle sut. Quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux. C'était dans un rêve, pensa Holly, que cette bribe d'information lui avait été suggérée, tel un aperçu d'une vérité qu'elle avait portée en elle pendant... Combien de temps au juste ? 13 ans ? 13 ans. Elle avait su cela pendant 13 ans, et en même temps, elle l'avait ignoré. C'est de moins ce qui lui semblait dans son état de demi-veille en ce matin de Noël. Elle se leva du lit et s'engagea dans le couloir en direction de la chambre de sa fille, pressée de voir qu'elle était là, encore endormie, parfaitement en sécurité. Oui, elle était là, Tatiana. Un bras blanc passé sur un couvre-lit pâle, les cheveux bruns répandus sur l'oreiller, si immobile qu'on aurait dit une peinture, si paisible qu'on aurait pu la croire. Holly retourna dans sa chambre et se glissa à nouveau dans le lit près de son époux. Mais à peine allongée, elle pensa encore une fois. Cela les avait suivis jusque chez eux. C'était quelque chose que Holly avait su, apparemment au plus profond de son cœur, ou de son inconscient, ou de quel que soit l'endroit où ce genre d'information se terre à l'intérieur d'une femme, à son insu, pendant des années, jusqu'à ce qu'un événement lui fasse prendre conscience qu'elle a oublié ou refoulé, ou bien était-ce une chose qu'elle avait volontairement ignorée ?
À présent, elles s'en apercevaient. Quelque chose les avait suivis depuis la Rustie jusque chez eux. Mais quoi? Voilà. Alors, je n'avais pas connaissance de l'extrait qui allait être lu, mais ça tombe très bien puisque c'était la transition est trouvée, puisque je voudrais demander à Laura Kosciuszko. Alors, je dois préciser, je ne l'ai pas dit en introduction, que ce huis clos est aussi permis parce que le mari, qui se trouve présent là, au début du roman, doit partir chercher ses propres parents pour le réveillon de Noël. Et une énorme tempête de neige va petit à petit isoler, pas seulement cette maison, mais toutes les maisons. Voilà. Donc l'atmosphère de la tempête de neige et puis l'enfermement est également, enfin, c'est important de le dire, est renforcé dans ce côté géographique d'une maison isolée, coupée du reste. Quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux. Cette phrase est comme un fil rouge, comme une phrase magique qui va parcourir tout le roman. Ma première question porte là-dessus, c'est-à-dire est-ce que c'est cette phrase qui finalement fait le fil conducteur de l'écriture de ce roman ou est-ce qu'elle est venue après pour consolider la narration? Mais quel rôle, en fait, plus exactement, quel rôle cette phrase joue, en sachant par ailleurs que Holly a une espèce d'auteur un peu refoulé, un peu frustré, un peu raté, qui tout de suite, ayant cette phrase qui revient comme une obsession, en même temps se dit « je dois l'écrire ». Et elle se rappelle qu'elle écrivait des poésies, qu'elle devrait prendre du temps pour écrire, etc. Donc il y a un rapport à la fois d'une phrase qui s'impose comme un objet d'obsession une énigme qu'on doit résoudre, mais en même temps qui est en lien avec l'écriture. Thank you. Well, I don't usually have very mystical experiences when I'm writing. I kind of work a day, I have an idea, and I sit down and I start to write. But that really did, in the same way that I start the novel with her waking up with that sentence in her head, I woke up one morning with that sentence in my head, and I think that that some of that is less about the plot, the repetition of that sentence, than it was about my own experience of what I'm writing about. It's not autobiographical, by the way, but it's not, my own experience of having felt for a while that I couldn't write, that I was trying to write things, I wasn't able to, I felt I had, whatever writer's block actually is. And in exploring that need to write, feeling that I wouldn't be able to write, and also being driven by an obsession a little bit, and that the novel becomes about denial, really. I was maybe doing some psychotherapy there, and that, so the sentence was important, and it's what kind of helped me free associate further into the novel. En réalité, je n'ai pas souvent des expériences mystiques quand j'écris. Ce qui se passe, c'est que j'ai une idée, je m'assois à mon bureau et j'écris. Mais ce que je décris dans le roman m'est vraiment arrivé. De la même manière que je commence le roman avec ce personnage qui se réveille un matin et qui a une phrase en tête qui l'obsède, eh bien ça m'est arrivé. Je me suis réveillée un matin avec cette même phrase en tête. Donc en fait, le rôle de cette phrase, c'est moins de guider l'intrigue, ou l'idée de la répétition est moins importante que cette idée de mon expérience personnelle. Certes, par ailleurs, ce n'est pas un roman autobiographique, mais j'étais à un moment de ma vie où je ressentais à la fois ce besoin d'écrire et l'impossibilité d'écrire. Je n'y arrivais pas. C'était une sorte d'angoisse de la page blanche, quel que soit le sens de cette expression. Donc j'avais besoin d'explorer ce besoin d'écrire et cette impossibilité d'écrire. Donc le fait d'être motivé par cette obsession dans le roman fait que le roman devient une histoire de déni. Et peut-être qu'en écrivant ce roman, c'était d'une certaine manière une sorte de thérapie pour moi. Mais donc cette phrase était très importante parce qu'elle a mené à un jeu d'association d'idées qui a construit le roman. Alors,
il y a un autre personnage très important, c'est Tatiana, évidemment, qui est donc une fille adoptée, comme on l'a dit déjà, et adoptée en Sibérie. Et donc il y a pas mal dans le roman d'aller-retour où on revoit les scènes où les parents vont adopter ce bébé en Sibérie, dans des orphelinats sibériens dont je vous laisse découvrir la réalité en le lisant. Pas très très brillant, mais qui participe justement aussi un peu au caractère étrange du livre. Sur ce personnage-là, évidemment, vous creusez très fort ce sillon et de façon très pertinente, personnage d'adolescente qui, en opposition avec le monde des adultes, à la fois est un peu une espèce de fanatique de la vérité, qui sait ce qu'elle veut, qui peut juger les adultes en disant c'est des gens corrompus, etc. Donc on est vraiment dans une opposition, on va dire, un peu classique entre des parents et des ados. Sauf que votre personnage d'adolescente, elle a également une étrangeté qui est liée à le fait qu'elle est adoptée, et puis une rébellion de façade, mais on sent quand même une grande empathie, une grande tendresse apparente, en tout cas, pour cette nouvelle famille. Cette cristallisation du personnage d'adolescente, elle permet le désespoir, une certaine forme de désespoir chez la mère, puisque ce qui apparaît, c'est un sentiment d'étrangeté. C'est-à-dire que ce qui est très fort, c'est que les gens qui sont les plus proches d'une mère et une fille, par exemple, sont dans un rapport de pure étrangeté. Elle apparaît comme une étrangère dans ce foyer, au fond. J'aimerais vous entendre là-dessus, alors sans trop en dire, mais parce que c'est quand même quelque chose de très très patent dans le livre. Well, I think mother-daughter relationships are eerie and strange, and I don't have a daughter, but I was one, and so I think I'll just say that when I started the novel for quite a long time, many pages, 150 pages maybe, I knew there was something wrong, but I was, something's wrong with these people. What's the matter here? But I wasn't aware really I didn't really know where I was going. I mean, I think I had some ideas, but I wasn't really aware of where I was going. But because of that, it was, I thought it was pretty fun and cathartic to write about a mother-daughter relationship, and to have an excuse maybe to linger on the weirdness of such a relationship, dependency, and also protectiveness, but reaching a period in life when that's no longer going to be a useful, kind of attachment. Oui, alors je pense qu'en effet que les relations entre les relations mère-fille sont très étranges et très inquiétantes. Je n'ai pas de fille moi-même, mais j'en ai été une. Et en fait, quand j'ai commencé le roman, pendant très longtemps, c'est-à-dire à peu près pendant 150 pages, je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange et quelque chose qui n'allait pas dans cette relation. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Et je n'en étais pas parfaitement consciente, mais j'avais quelques idées déjà. Et en fait, à cause de cette étrangeté, j'ai trouvé ça assez amusant finalement et assez cathartique d'écrire à propos d'une relation mère-fille, parce que pour moi c'était une excuse pour m'attarder sur la bizarrerie d'une telle relation. Une relation faite de dépendance, de désir de protection, à un moment de la vie, donc l'adolescence, où ce désir de protection ne va plus être utile, un attachement qui ne va plus être utile. And I would say, too, that as a mother, I have a son, but as a mother, one of the things that I really was working on with my protagonist, Holly, is her, what I think, is kind of a cultural trend now, desire to be a perfect mother, and how misguided some of the decisions one might make in that way, and how we don't really know our children in some ways and what they really need, and are making our decisions based on our own,
guesses and surmises, and I think, can sometimes make some terrible mistakes. Je suis mère, je n'ai pas de fille, mais j'ai un garçon. Et ce que j'ai essayé de faire avec mon personnage principal, Hailey, c'est en fait, actuellement, il y a une sorte de mode culturel, de désir d'être la mère parfaite. Et je me suis rendu compte que c'était un désir qui pouvait mener à des décisions, des très mauvaises décisions. En réalité, on ne connaît pas vraiment nos enfants et on ne sait pas ce dont ils ont besoin. Et les motivations qui nous poussent à prendre des décisions sont souvent faites de paris et d'incertitudes. Donc cela peut mener à des erreurs terribles. Oh, I was just one other thing. It was a summer that I had gone to the Upper Peninsula in Michigan with my family too, and realized I was at a stage of womanhood and life where I was, not just mothering my kid, but I was mothering, which rhymes with smothering, all children, everywhere I saw them. And we had gone to some cliffs, the Painted Rocks, and there was a teenage girl, and she was, I thought, rather stupidly, leaning over, and she was leaning way over the rocks, and I saw her doing this, and I yelled at her, and in my yelling at her, she was startled, and she then almost did fall off of a cliff. And I thought, I had a realization, I'm protecting in the wrong way. She had it under control, and I almost had her lose that control. Je voudrais juste rajouter une anecdote. Un été, j'étais partie en vacances avec ma famille dans la péninsule du Haut du Michigan. Et en fait, j'étais à un moment de ma vie où je jouais la mer. Je jouais la mer, et d'ailleurs en anglais ça rime avec étouffer, smothering. Et j'étais mère non seulement avec mes propres enfants, mais avec les enfants des autres. Et un jour, on était près d'une falaise, et j'ai vu une adolescente, et j'ai vu qu'elle se penchait très près du bord. Et je trouvais ça plutôt stupide. Alors je lui ai crié dessus pour l'avertir. Alors elle a sursauté, elle a failli tomber en fait de la falaise. Donc là, j'ai vraiment réalisé que parfois on désire protéger, mais on le fait vraiment de la mauvaise façon, et qu'elle avait le contrôle de la situation, et moi j'ai failli lui faire perdre ce contrôle. J'en finirai avec une dernière question sur le personnage de cette mère, justement. Le piège dans lequel elle va s'enfermer, c'est qu'elle tient absolument à sauver les apparences pour les autres, les voisins, les gens qui téléphonent, etc., mais pour elle-même surtout. C'est-à-dire que dans le récit, il y a l'histoire qui avance, et puis on est également dans la tête de cette femme qui réfléchit à ce qui arrive dans cette relation qu'elle a avec cette fille, et qui joue un jeu avec elle-même sur ce qu'elle devrait être, doit être, et c'est qu'elle se cache à elle-même en fait. I think that is true, and probably true of a lot of us, not just women or mothers or anyone else. I think her level of denial is of much greater proportions, but it's still something that I think that I could relate to. I've seen in myself, I've seen in other people who, in her case, she had a wilder side and wanted to be a poet, and chose domesticity and decided that the two parts of herself were irreconcilable. And I think, for many people, and for her anyway, that can be a little bit tragic. Je pense que c'est vrai de beaucoup de gens, et pas seulement des mères ou des femmes, mais de tous les gens qui m'entourent et que je connais. Il y a un niveau de déni, de répression qui atteint chez elles des proportions évidemment beaucoup plus grandes. Mais c'est surtout quelque chose auquel je pouvais m'identifier, à la fois moi, mais aussi les gens que je connais. Et par exemple, ce personnage de mère, elle a un côté
plus sauvage, plus fou. Elle voulait être poète, mais elle a choisi la vie domestique. Et elle considère que ces deux parties d'elle-même sont comme irréconciliables. Et en fait, je pense que pour beaucoup de gens, ce genre de division peut être vraiment tragique. C'est un livre qui a un véritable suspense parce que c'est une atmosphère étonnamment étouffante. Alors, étouffante d'abord parce qu'il y a cette tempête de neige qui isole la mère et la fille. Étouffante aussi parce que cette mère, elle est vraiment... Elle ne veut pas seulement être la meilleure mère, je crois, elle veut être la meilleure femme, la meilleure maîtresse de maison, elle veut tout faire bien et tout commence à dérailler dès ce matin-là. Et petit à petit, cette atmosphère devient vraiment angoissante et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce livre qui est, voilà, ça peut paraître comme ça, partir d'une histoire très quotidienne et ça va se terminer d'une manière qu'on ne vous dira pas, mais vous pourrez découvrir en lisant ce livre qui s'intitule Esprit d'hiver, donc paru chez Christian Bourgois, qui a été traduit par Aurélie Tronchet, je le rappelle. Et merci à Gabriel Adjerad d'avoir assuré la traduction. Nous avons parlé aussi du livre de David Joy, Là où les lumières se perdent, paru chez Sonatine, traduit par Fabrice Pointeau. Voilà. Et puis le livre de Sam Lipsit, Demande et tu recevras, traduit par Martine Céleste Desouailles et paru aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Un grand merci à tous les auteurs qui sont venus sur ce plateau ce matin. Merci à toi, mon cher Quentin. Les libraires sont de bons lecteurs, de très bons lecteurs. Merci à toi de nous faire partager. Merci bien sûr à nos lecteurs à voix haute. Nous, on continue. Cet après-midi, on reprend à 2h. On va avoir le droit de manger aujourd'hui. Génial.